Mais non, pas du tout. Il faut bien voir ce qui est. Nous sommes de deux camps adverses. Deux soldats de deux camps ennemis qui s'affrontent. Quel camp? Ils ont un nom. Ah, les noms. Ça, c'est pour toi. C'est toi, c'est vous qui mettez des noms sur tout. Vous qui placez entre guillemets. Moi, je ne sais pas. Eh bien, moi je sais. Tout le monde le sait. D'un côté, le camp où je suis, celui où les hommes luttent, où ils donnent toute leur force, ils créent la vie autour d'eux. Pas celle que tu contemples par la fenêtre, mais la vraie, celle que tous vivent. Et d'autre part, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, non. Si, je vais le dire pour toi. Eh bien, de l'autre côté, il y a les ratés. Je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, tu travailles. Oui, juste pour me permettre de vivoter. Je n'y consacre pas toutes mes forces. Eugène Ionesco a dit dans son ouvrage Notes et contre-notes qu'il faut aller au théâtre comme on va à un match de football, de boxe, de tennis. C'est dire l'importance de la dispute au théâtre, qui en constitue comme l'essence ce qui lui donne vie. Deux personnages opposent leur point de vue, leurs valeurs, leur situation, maître, valet, parents, enfants, mari et femme. Dans sa pièce Pour un oui ou pour un non, créée en 1980 sous la forme d'une pièce radiophonique, c'est précisément ce différend entre deux amis H1 et H2 qui constitue l'intrigue. Peu à peu, le différend né d'une phrase de H1 adressée par le passé à H2, c'est bien ça, ressurgit dans un dialogue de plus en plus tordu qui aboutit au constat d'une impossible réconciliation. Le différend, la petite fissure, est devenue fondamentale et essentielle. Les deux amis en concluent qu'ils appartiennent à deux camps adverses. Précisément, cette métaphore des deux camps va s'imposer au moment où les deux amis viennent d'évoquer un souvenir d'escalade. Le dialogue entre H1 et H2 fait ressurgir le passé, et le souvenir d'escalade de la barre des écrins laisse tout à coup entrevoir toute la violence qu'abritent les deux hommes, en révélant leur pulsion meurtrière. Là encore, un fait anodin, H2 demande à H1 et à leur compagnon de cordée de s'arrêter un instant pour contempler le paysage, fait jaillir tout ce qui les oppose. H1 y voit tout le mépris que lui porte H2, lui qui, trop terre à terre, ne saurait pas contempler le monde. H2 a eu envie de tuer H1 quand il presse ses hommes de se dépêcher. Nous n'avons pas de temps à perdre. À son tour, H1 et tous les autres se sont animés de même pulsion, et moi aussi, et tous les autres, s'ils avaient pu te parler, ils auraient avoué qu'ils avaient envie de te pousser dans une crevasse. Il y a donc une gradation nette du conflit, un basculement. L'extrême met en lumière l'opposition de ce qui semble désormais deux adversaires. Les mots se transforment en accusations. En outre, la tentative de définir le camp auquel chacun montre que l'échange est totalement miné. Chaque mot posé prononce un piège dont chacun et le personnage se méfient. Ainsi, nous allons nous demander en quoi cette scène révèle-t-elle le pouvoir conflictuel des mots. Dans un premier temps, nous allons constater deux camps adverses, puis dans un second temps, H1 va définir son camp, et enfin dans un troisième temps, nous allons voir les réactions des deux personnages. Tout d'abord, H1 va déterrer la hache de guerre en évoquant deux camps adverses. Il commence à la ligne 1 par une triple négation, mais, non et pas du tout. Ensuite, il utilise le verbe il faut, c'est une obligation. Ils n'ont plus de choix, il va falloir dire les mots. Dans ce petit passage, on remarque l'absence de points de suspension, alors qu'ils sont très présents dans toute la pièce et dans ce texte en particulier aussi. H1 est affirmatif, il parle au présent, c'est comme si ce qu'il disait est une vérité générale, quelque chose que tout le monde sait. Et nous allons voir avec les camps et les soldats le développement d'une métaphore filée guerrière très hyperbolique. À la ligne 4, H1 répond directement avec une interrogation directe. Quel camp? Ils ont un nom. Cependant, H2 ne va pas vouloir donner les noms de ces camps. Il affirme à la ligne 5, ah les noms, ça c'est pour toi. C'est toi, c'est vous. On remarque ici qu'il se sépare directement de H2. Il se sépare, il se met dans l'autre camp justement. C'est toi, c'est vous. H1 est comme la société et H2, lui, serait plutôt en marge. H1 serait l'épanorthose de la société et il voudrait absolument mettre des noms, ce qui relèverait presque d'une obsession. Quant à lui, H2 affirme, à la ligne 6,
Moi, je ne sais pas. H2 est presque dans une position philosophique ici. Ne pas savoir, c'est pas un défaut ou une faiblesse, c'est une façon de voir le monde. On pourrait penser d'ailleurs à Socrate qui affirme ce que je sais, c'est que je ne sais rien. H2 reste sur la défensive, il reste dans une position philosophique. Il ne sait pas ce que c'est les noms. Ce n'est pas lui, il ne met pas de nom. Lui, il ne sait pas mettre d'étiquette. H1 va à présent définir lui-même son camp. Il commence avec l'interjection et bien à la ligne 7. Ce et bien est très H1 c'est tout. H1 est un but de lui-même, il est condescendant. Une forme de bêtise, de mépris pour les autres. Je sais, tout le monde sait. Tout le monde, donc à nouveau l'épanorthose de la société. H1 se prétend être la voix de la société, il dit la vérité, et cette épanorthose exclut totalement H2. Tout le monde sait, mais H2 ne voulait pas le dire, et il ne le dit qu'il ne savait pas. H1 définit son camp et commence en utilisant d'un côté. On remarque donc un balancement syntaxique qui permet de dire qu'il va d'abord donner son camp et ensuite l'autre camp, d'un côté, d'autre part. Le camp où je suis, celui des hommes luttent où ils donnent toute leur force. Donc ici, on a une gradation. Les hommes luttent, ils donnent toute leur force, ils créent la vie autour d'eux. Et ensuite, il affirme, pas celle que tu contemples par la fenêtre, mais la vraie vie, celle que tous vivent. H1, sans vraiment le dire, il, il reproche à H2 d'être passif, d'être spectateur de la vie, alors que lui est acteur de la vie. Il utilise 3 verbes d'action pour définir son camp. Lutte, donner et créer. Il évoque d'ailleurs la vraie vie à la ligne 10, avec le vrai qui est entre guillemets. C'est de nouveau le poids des guillemets qui enferme les mots, qui enferme tout, qui est la voix de la société. Tout, tous, la vraie vie, celle que tous vivent, tout le monde vit, cette vraie vie. Cependant, il va se confronter à un véritable problème, définir le camp de H2. Autant le premier est bien qui était à la ligne 7, eh bien moi je sais c'était un eh bien rempli, une interjection remplie d'arrogance. Il voulait dire les choses, autant maintenant, à la ligne 10, d'autre part, eh bien c'est l'exact inverse. H1 hésite, freinage brutal, il refuse de parler et on remarque notamment les points de suspension. On a ensuite une stichométie avec l'interjection eh bien à nouveau, qui va revenir 6 fois. Donc H2 va répondre eh bien avec un point d'interrogation. Il attend une réponse, il veut que H1 parle. Puis H1 va à nouveau répliquer eh bien, mais cette fois-ci, il est réticent, il est dans une impasse, il sait que c'est trop tard, il a trop parlé, il est coincé. Puis H2 va de nouveau dire eh bien, avec de nouveau un point d'interrogation. Il pousse H1 dans ses retranchements, il devient presque menaçant, il veut qu'il parle maintenant, c'est trop tard. Mais H1 affirme tout simplement non, il veut s'arrêter. C'est trop tard, il a compris qu'il avait trop parlé. Mais c'est un faux dialogue, les deux savent. H1 sait, mais il ne veut pas tout à fait savoir. Mais H2, de toute manière, a compris. C'est donc H2 qui va le définir pour lui à la ligne 15. Je vais le dire pour toi. Il se met à la place de H1, il devient son porte-parole. C'est comme s'il le dit pour lui rendre service. Et on a de nouveau, eh bien, cette fois-ci qui est comme le premier qui rééquilibre la balance, il s'apprête à le dire. De l'autre côté, il y a les ratés. Il lâche une bombe, il y a les ratés. C'est une expression qui englobe tout. Et il prend les habitudes de H1 justement en utilisant les guillemets. Il y a les ratés, ratés, entre guillemets. H1 va refuser d'assumer le mot raté. Il ne l'a pas dit après, il l'a pensé, mais il ne l'a pas dit et il va essayer de se rattraper avec un argument qui prouve le contraire. Je n'ai pas dit ça, d'ailleurs tu travailles, mais qui est quand même relativement maladroit. Et on a au final H2 qui va dire oui, juste pour me permettre de vivoter, je n'y consacre pas toutes mes forces. Vivoter, c'est péjoratif, c'est pas du tout comme vivre. H1 pardon, parle de créer la vie, alors qu'H2 il peine à vivre, il parle de vivoter. H2 a un rapport problématique face au monde.
Finalement, cette image des soldats en guerre désigne avant tout un combat dont l'enjeu est le langage. On s'échange des mots comme des coups qui ont le pouvoir de blesser. On peut faire référence avec différentes mises en scène, notamment celle de Jacques Doyon en 1986, où tout est important. On a l'expression des visages qui est très importante, le cadrage, les couleurs, les vêtements, comment sont habillés les personnages. Voilà, où tout est important dans ces différentes mises en scène.